votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous. Nous savons que vous êtes des millions à regarder ce programme de manière hebdomadaire qui vous informe sur l'actualité africaine et surtout sur ce que font les Africains, les meilleurs parmi nous, pour donner du bonheur à nos populations. Je suis Constieka. S'il est vrai que dans cette émission, nous parlerons énormément de la Côte d'Ivoire, on parlera aussi du Cameroun. On abordera des sujets d'actualité concernant le Tchad, le Togo, la Suisse, et on ira même faire un tour du côté de La Haye en Hollande. Nous resterons en Centrafrique, on fera un petit crochet du côté du Congo, et ensuite dans le pays de son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, à savoir le Gabon, grâce à notre correspondant permanent, M. Teddy Ossé. Restez des nôtres. Nous allons démarrer cette émission par cette visite sur le terrain d'un des plus brillants ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, à savoir le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, M. Touré Mamadou, qui était en visite d'imprégnation sur le chantier de construction du centre de service civique d'Adzopé, dont les travaux sont achevés à 50%. Il avait à ses côtés le président du conseil régional de la Mai, M. Patrick Hachi. Il faudrait rappeler que cette construction du centre de service civique d'Adzopé est construite sur 5 hectares. Cette infrastructure fait partie du programme jeunesse du gouvernement, en sigle PJ Groove, qui prévoit pour 2023-2025 la réalisation de 14 centres de services civiques dans toute la Côte d'Ivoire. C'est un brillant projet qui s'accélère et qui ne reste pas que dans le carcan des projets, mais qui se réalise pour le bonheur des Ivoiriens. Nous allons aussi parler du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui a été présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Un Conseil des ministres qui a vu la participation de tous les ministres à cette réunion devenue pratiquement hebdomadaire. Et la Côte d'Ivoire excelle et pratiquement au premier rang de ce type de compte rendu qui, comme on le dirait au quartier, met la pression sur les ministres au respect des feuilles de route. Le Conseil des ministres du gouvernement de Côte d'Ivoire s'est tenu le 16 octobre au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire situé au quartier administratif Le Plateau. À cette occasion, il y a eu des projets de loi et d'ordonnances au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, au titre du ministère des Finances et du Budget, au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, Développement rural et des productions vivrières, tenu par le ministre d'État Djoubani Kobenan Kwasi, en liaison avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, et le ministère du Commerce et de l'Industrie. À ce Conseil des ministres, il s'est aussi s'agit des projets de décret au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, et le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Au titre aussi du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Ensuite, il y a eu des mesures individuelles et communication. S'agissant des communications, au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, tenu par la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Au titre du ministère de l'Environnement. Ensuite, il s'est agi des divers. Et les divers, on retiendra surtout la nomination de M. Otabuna Ouattara, qui a été désigné administrateur de la République de Côte d'Ivoire pour le nouveau groupe Afrique FMI. Voilà un pays où on travaille véritablement pour donner du bonheur aux Ivoiriens. Restez des nôtres pour la suite de ce programme. Après ces informations sur la Côte d'Ivoire, nous allons tout de suite au Cameroun. Au Cameroun, le bateau Peace Ark, qui a quitté les larges du Cameroun à Douala pour le Bénin, après avoir apporté des soins à plus de 6000 patients. Cette cérémonie de revoir était présidée par le gouverneur de la région du littoral, M. Dieudonné Samuel Iva Diboa. Reportage, Stéphane Négou, Raoul Sankoué, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek.
Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboa, a présidé la cérémonie de revoir de l'ensemble de l'équipage du navire militaire Hôpital, Arche de la Paix de la marine chinoise, qu'ont conduit les vice-amiraux Ying Orbo et Ying Yongming au quai 8 du port autonome de Douala au Cameroun, en lieu et place du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Ceci en présence des autorités administratives et militaires locales et chinoises. C'est aux alentours de 12h20 que le cortège du patron de la région du littoral entre dans l'enceinte du port autonome de Douala. Exécution de l'hymne national du Cameroun, suivi de la revue des troupes. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboa, a exprimé sa gratitude au personnel médical du navire hôpital militaire Arche de la Paix de la marine chinoise, le Peace Ark. Il me soit permis de saluer particulièrement l'équipage médical de ce navire, fort de 106 médecins et personnels de santé aux spécialités variées qui ont mis à contribution leur expertise pour la prise en charge des populations vulnérables, apportant ainsi du baume au cœur aux patients qui ont été consultés, examinés et soignés de manière appropriée. Pendant une semaine, les médecins chinois ont consulté et effectué 20 opérations à des personnes atteintes de glaucome et dispensé des soins médicaux à 6 812 patients allant au-delà des prévisions initiales. La capacité journalière de ce navire hôpital, initialement estimée à 600 patients par jour, a tenu ses promesses et a fait face à 6 812 personnes, un effectif de 6 812 personnes allant au-delà de ses prévisions. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboa, a salué l'acte du chef de l'État qui a donné son haut accord pour la faisabilité de cette mission sur le territoire camerounais. Les remerciements vont également à l'endroit de son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, qui a mûri et porté ce projet empreint d'humanisme et d'humanité. Messieurs les contre-amiraux, commandant le navire hôpital ici présent, le bâtiment dont vous avez la charge est une véritable projection de la puissance de votre pays. Son déploiement sur les côtes africaines et le choix des pays d'escale témoignent encore, une fois de plus, de l'attachement qu'a la Chine à renforcer ses liens d'amitié avec les pays africains en général et le Cameroun en particulier. La coopération militaire sino-camerounaise n'a pas été en reste. Le Cameroun est le 48e pays visité par le navire hôpital militaire Arche de la Paix de la marine chinoise. Le Peace Ark a mis les voiles pour le Bénin, sa prochaine destination. Après ce départ du bateau Peace qui a quitté les larges du Cameroun pour le Bénin, il faut se rappeler que ce bateau avait déjà été du côté du Congo. C'est pour dire simplement que la Chine apporte son aide précieuse, pratique, sans tambour battant aux pays africains et surtout sur des points sensibles qui touchent le bonheur de nos compatriotes. Nous allons en Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, il s'agit tout simplement de la brillante présentation de M. Ibrahim Kuibert face aux députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a été explicite sur le fonctionnement de la commission électorale indépendante, en sigle la CEI, dont il est le président. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévi Divronon, Marcel Bassolé et Raoul Sankoué. Le mercredi 9 octobre 2024, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Ibrahim Kuibert Koulibaly, président de la commission électorale indépendante en sigle CEI, était face aux députés de la nation afin de discuter avec eux sur le processus de révision de la liste électorale à venir. Le processus de révision de la liste électorale est crucial car il a pour objectif non seulement de mettre à jour, mais aussi et surtout de garantir l'exactitude des données des électeurs avant les élections. L'opération de la révision de la liste électorale consiste en l'actualisation des données personnelles des électeurs, au nombre desquels la possibilité de procéder au changement de lieu de vote dans les conditions prévues par la loi, l'inscription de nouveaux électeurs remplissant les conditions, la radiation des électeurs décédés ou des personnes ayant perdu la qualité d'électeur par la décision de l'autorité compétente. Le président de la commission électorale indépendante, M. Ibrahim Kuibert Koulibaly, a donné des explications aux députés
sur la procédure d'inscription sur les listes électorales. Sur le territoire national, pour les demandes d'inscription, 3 documents. Dans l'alternative, soit c'est la carte nationale d'identité, à défaut, le récépissé de l'ONESI justifiant que vous sollicitez une carte nationale d'identité, à défaut, le certificat de nationalité. Donc vous voyez bien que ce n'est pas difficile de s'inscrire sur la liste électorale. Un seul document suffit. Afin de garantir la réussite de l'opération, le président de la commission électorale indépendante demande l'aide des élus nationaux pour sensibiliser les populations. L'honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a approuvé ce message. Nous avions besoin d'informations, vous avez émis vos préoccupations. Le président de la commission électorale s'est proposé à vous recevoir et à travailler individuellement avec chaque parti. Et je crois que c'était l'objectif recherché, c'était celui-là. La durée de cette opération dans les 12 089 sites repartis sur tout le territoire national est de 23 jours. Il faut rappeler qu'il y a 1088 nouveaux sites de vote qui ont été mis en place afin de recevoir les électeurs. Restons toujours en Côte d'Ivoire. S'il est bien vrai que pendant des décennies, on a été habitué à beaucoup de discours, il faudrait qu'on essaye de s'y faire désormais avec un leader, un chef d'État qui parle peu et surtout pose des actes. Et nous allons aborder un autre sujet en Côte d'Ivoire qui a vu la visite du président de la République du Ghana en Côte d'Ivoire. La raison, les 2 chefs d'État ghanéens et ivoiriens se sont retrouvés au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire pour un sommet des chefs d'État pour impulser une nouvelle coopération entre les 2 pays. La vision et la mise en œuvre d'un accord stratégique Côte d'Ivoire-Ghana, ceci en présence des membres du gouvernement dans leur totalité et des membres du cabinet présidentiel. À cette rencontre de ces 2 chefs d'État, on a parlé du cacao, de l'économie, on a parlé de l'intégration africaine et surtout de la sécurité et de la défense. On comprend pourquoi le premier responsable de la défense de la République de Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Teni Birahima Ouattara, était bel et bien présent à cette rencontre. Reportage, Ousmane Koulibaly, Lévi Divonan, Marcel Bassolé, Raoul Sankoué. Le vendredi 11 octobre 2024, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a accueilli le chef de l'État ghanéen, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan. Les 2 chefs d'État ont co-présidé la première conférence au sommet de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana. Cette cérémonie a enregistré la présence du vice-président et du premier ministre ivoirien, M. Thiemoko Méliès Koné et Robert Begré Mambé, ainsi que des membres de gouvernement et des experts des 2 pays. Il convient de souligner que la tenue de la première session de cet accord, signé à Accra le 17 octobre 2017, démontre l'excellence des relations d'amitié et de coopération que les 2 pays entretiennent depuis longtemps. La signature d'un accord de partenariat stratégique, au-delà des liens séculaires et des idéaux que nous partageons, répond au besoin de mettre en exergue notre volonté commune de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Plus précisément, l'accord de partenariat stratégique entre nos 2 pays a pour ambition de raffermir et d'harmoniser nos politiques et initiatives d'intérêt commun dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité, l'économie du cacao, l'environnement, l'exploitation minière et les politiques économiques. Tout ceci dans un contexte mondial caractérisé par des défis variés, tels que des crises et des conflits de toutes sortes, des menaces terroristes transfrontalières, la contrebande des produits agricoles et leur paillage inégal. Ce rendez-vous favorisera l'harmonisation des politiques d'intérêt commun. Ces défis et menaces nous interpellent et exigent de nous une grande mutualisation de nos efforts. Dans ce contexte, nous devons agir de façon concertée pour, entre autres, juguler les menaces terroristes transfrontalières, lutter contre la contrebande des produits agricoles,
minimiser l'impact du changement climatique et éradiquer le phénomène de l'orpaillage illégal qui pollue nos eaux, en particulier les bassins versants des fleuves Tanoé et Bia. Cette conférence offre aux protecteurs du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix l'opportunité de plaider en faveur d'une diminution de la violence dans les régions du monde en conflit. Ces conflits, avec leur lot de souffrances et d'urgences humanitaires, constituent des sources de graves préoccupations. Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, chef de l'État ghanéen, a profité de cette occasion pour faire ses adieux aux institutions ivoiriennes. Il a ainsi exprimé sa gratitude envers le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, pour son engagement dans la sous-région. Nos deux pays vont continuer à élargir et développer pour l'avenir prospère de nos deux peuples. Alassane, merci pour tout, pour votre sagesse, pour votre solidarité et surtout pour votre amitié. Les deux dirigeants ont convenu de se réunir très prochainement afin de signer 3 protocoles d'accord concernant l'utilisation des aérodromes entre les deux pays, la météorologie et la gestion des aéroportuaires. L'actualité ivoirienne est toujours rythmée par des faits, par des réalisations, et nous allons quitter cette Côte d'Ivoire pour la République tchadienne. Au Tchad, le pays présidé par son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno fête aussi les siennes. C'est dans la République tchadienne, en N'Djamena, qu'une délégation du Fonds monétaire international du département Afrique a été reçue par son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République tchadienne. Et nous en faisons écho Charlotte Abdoulaye, aux côtés de Richard Gozo, de Séverin Tchatchoua, et le tout concocté et réglé par Marcel Bassolé. Le président de la République du Tchad, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé une audience à une délégation du Fonds monétaire international, conduite par son directeur adjoint du département Afrique, M. Vitali Kramerenko, en mission au Tchad depuis le 2 octobre 2024. Une audience qui vient boucler le séjour de 12 jours de la délégation du Fonds monétaire international, conduite par son directeur adjoint du département Afrique, en mission au Tchad. Une mission qui a donné à la délégation du FMI la possibilité d'évaluer les résultats de ces divers portefeuilles auprès des ministères sectoriels et des institutions. Le lundi 14 octobre 2024, le chef de l'État et la délégation du FMI ont examiné les divers aspects du partenariat Tchad-FMI en présence du ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, M. Tahir Hamid Guilin, et de ses proches collaborateurs. Les échanges se sont principalement concentrés sur le partenariat et l'aide financière du FMI au Tchad. Son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno a assuré ses interlocuteurs de la ferme volonté du gouvernement à respecter ses engagements le liant au Fonds monétaire international. On a eu l'opportunité de discuter avec le président de la République les objectifs du plan de développement du Tchad, surtout en ce qui concerne l'amélioration des services publics, l'accès à la santé, à l'éducation, aussi le secteur d'électricité, aussi bien que les stratégies pour macroéconomique stable pour arriver à aboutir à ces objectifs. On a aussi discuté les moyens de coopération entre le FMI et la République du Tchad. On s'est mis d'accord de travail sur l'approfondissement de ces relations. Dans le but de mettre rapidement en pratique les principaux points de son programme politique décliné en 12 chantiers et sans action, le président de la République du Tchad, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, a demandé un soutien financier important auprès du responsable Afrique de l'institution de Bretton Woods. Le chef de l'État a exprimé un engagement très important pour les objectifs de son programme. En ce qui concerne, comme je dis, l'éducation, la santé, l'électricité et les services publics plus général, il a dit qu'il est très important que le gouvernement travaille pour le bénéfice du peuple tchadien. Et il espérait bien que la communauté internationale, y compris le Fonds monétaire international, vont accompagner le gouvernement. Il est crucial de souligner l'importance de l'entretien entre le président de la République du Tchad, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, et la délégation du FMI, conduite par M. Vitali Kramerenko, étant donné que le partenariat Tchad-FMI a été mis en place pour permettre au Tchad de réaliser son plein potentiel économique.
Nous allons quitter le Tchad en pirogue, nous allons traverser le lac Tchad, c'est très simple. C'est des pays pratiquement frères, on peut traverser à vélo, en patin, vous savez les patins, c'était ce genre de petites bicyclettes faites avec du bois, c'est très bien. Pour nous les Africains, on aime bien tout ça. Et on arrive au Cameroun, et là-bas nous allons parler du port autonome et de ce qui se passe dans des projets et des visions des différents responsables. Le port autonome de Douala fait de nombreux heureux dans le cadre de la coopération interportuaire. Stéphane Négou à la caméra, Raoul Sankoué, Eric Bikek et Séverin Tchatchoua nous en font un bel écho. Après avoir suivi une formation de remise à niveau axée sur le management et la protection de l'environnement, le personnel du port autonome de Douala, 15e promotion du certificat de gestion moderne des ports de la CNU7, ont reçu leur parchemin de fin de formation au cours d'une cérémonie de circonstances présidée par le directeur adjoint du port autonome de Douala, en présence des membres de la CNU7, des encadreurs des lauréats de cette 15e promotion, des partenaires du port autonome de Douala, ainsi que des familles venues nombreuses. Ce qu'on retient, c'est que nous venons d'acquérir de nouvelles connaissances, nous venons de faire de nouvelles expériences. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons mettre ces connaissances à l'œuvre pour le développement des ports de notre pays, pour le développement de la sous-région. Et pour cela, il va falloir que nous travaillions dur au sein de nos différentes structures pour mieux remercier nos différentes hiérarchies qui nous ont fait confiance en nous présentant à cette formation. Coopération interportuaire CNU7 qui vise à permettre au port autonome de Douala, à travers le renforcement des capacités de son personnel, de répondre plus efficacement aux différents défis commerciaux dans un univers en constante évolution. The training lasted for 1 year. And what we learned about the maritime environment, the ports in the world, the global shipping lines, and everything that has to do with the maritime world. And we learned a lot how to ameliorate the port of Douala, Bonaberi, with studies that we got from other ports, most especially from Abidjan, because we were opportune that our general manager, Mr. Sirius Ngo, sent us all on a mission, on a benchmarking mission in Abidjan. So we can never stop thanking him. Pour les lauréats de cette 15e promotion de la CNU7, constituée d'hommes et femmes, c'est un véritable sentiment de satisfaction pour la maîtrise de nouvelles compétences qui leur permettront d'être plus productifs au sein de leur organisation. Pour le directeur des ressources humaines du port autonome de Douala, cette formation de remise à niveau leur permet de mettre à jour leur personnel. Il remercie par ailleurs la CNU7 pour ce partenariat gagnant. Je me sens très heureux qu'après une année, certains personnels du port autonome de Douala et d'autres entreprises dans la plateforme portuaire de Douala ont reçu cette formation. Et la formation a consisté de 8 modules qui permet aux apprenants d'avoir une compréhension holistique sur ce que c'est un port, comment le port doit être organisé pour mieux fonctionner, pour fluidifier le commerce international d'un pays. Direction le Togo. Au Togo, ce pays présidé par son excellence Faure Singbe Yassimbe. Le Togo conserve la tête de file du meilleur reformateur selon le premier rapport Business Ready. Ce baromètre des économies est une référence désormais en Afrique, initié par la Banque mondiale. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Gérard Ishouarigozo et Marcel Bassolé. Dr Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, a présidé la cérémonie de présentation officielle du premier rapport du Business Ready, BReady 2024, du groupe de la Banque mondiale et du plan d'action de mise en œuvre des réformes en présence du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Rose Kayi Mivedor Sambiani, du représentant pays de la Société financière internationale, SFI, Christopher Baye Blizeri, du président
président du Conseil national du patronat, CNP, Kwame Laurent Tamignon, des représentants des partenaires techniques et financiers et des médias. Le Business Ready est un nouvel instrument d'évaluation du climat des affaires. Le rapport Be Ready donc de cette édition 2024, qui a été élaboré par le groupe de la Banque mondiale, est un baromètre de l'attractivité et de la compétitivité des économies. Et cette première édition concerne un lot de 50 économies, dont 14 en Afrique. Et notamment, je pense que le Togo a félicité, puisque dans la sous-région, le Togo est encore à nouveau le premier en termes de réformes sur les différents piliers. Je tiens vivement à réitérer notre engagement à travailler main dans la main avec le gouvernement togolais et le secteur privé, les partenaires au développement, pour créer un cadre propice à l'initiative privée et à la création d'emplois. Be Ready est un nouveau programme phare du groupe de la Banque mondiale qui remplace et améliore le programme Doing Business. Ce nouvel instrument vise à évaluer chaque année le climat des affaires et des investissements à l'échelle mondiale dans une approche équilibrée et transparente fondée sur les recommandations des gouvernements, des experts et d'organisations de la société civile. C'est l'occasion pour nous de dire encore une fois notre satisfaction au sujet du cadre de concertation État, secteur privé, dont les avancées suivantes ont été constatées par tous les acteurs. L'avancée sur les mesures fiscales, notamment les consultations avec l'unité de politique fiscale pour l'élaboration des lois de finances, la finalisation de l'arrêté sur les organes de recours, la création de la plateforme des points focaux du secteur public pour une meilleure prise en charge des recommandations, le lancement de l'enquête de satisfaction du secteur privé. Ces dernières années, le Togo a fait beaucoup d'efforts en termes de réformes sectorielles et structurelles. Dr Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, ce résultat remarquable démontre avant tout l'agilité du Togo et la vision stratégique des plus hautes autorités dans la mise en œuvre des réformes ambitieuses et efficaces. La cérémonie de ce jour revêt d'une importance capitale, celle de l'engagement renouvelé de notre pays à tous à faire du secteur privé national et international le partenaire stratégique de notre vision de développement. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a réalisé au cours de ces dernières années des réformes ambitieuses et structurantes en vue d'améliorer de façon continue son environnement des affaires, ceci en partenariat avec le secteur privé et les institutions internationales. Ainsi donc, notre pays a été reconnu ou est reconnu comme l'un des meilleurs réformateurs en Afrique, voire dans le monde, au vu des rapports successifs publiés par les partenaires internationaux. Ce positionnement a été rendu possible grâce à la volonté politique des plus hautes autorités de notre pays qui ont su créer un cadre institutionnel, législatif et réglementaire favorable aux investissements privés. Grâce aux réformes audacieuses mises en œuvre sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Togo a réalisé des performances remarquables. Oui, des performances remarquables qui sont notre pays dans le top 3 des pays africains. Le Togo est premier rang en Afrique de l'Ouest et troisième rang en Afrique subsaharienne sur les 14 pays. Notre pays se distingue également dans le classement des meilleurs scores en Afrique subsaharienne sur les 3 piliers du Be Ready 2024, en particulier le pilier cadre réglementaire, où il s'illustre en occupant la 2e place sur les 14 pays, juste derrière le Rwanda, confirmant les efforts déployés pour fournir un cadre propice aux affaires. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard. Il démontre avant tout l'agilité de notre pays, le Togo, et la vision stratégique du président de la République dans la mise en œuvre des réformes ambitieuses et efficaces. Ces résultats ne doivent pas nous camper dans l'autosatisfaction. Nous devons poursuivre la dynamique des réformes pour relever les défis identifiés par le rapport Be Ready et ceux qui seront issus de l'enquête nationale de satisfaction du secteur privé en cours et initiée par le gouvernement. Je tiens donc à cette étape de mon propos à rendre un hommage mérité au chef de l'État pour son leadership dans la conduite de la mise en œuvre des réformes
et son engagement indéfectible à faire du secteur privé un partenaire de poids, ce qui mérite naturellement, chers partenaires, notre plus grande reconnaissance et admiration. Cette première édition relève les performances de 50 économies nationales pilotes dans le monde en matière de climat des affaires. L'évaluation s'est basée sur 10 indicateurs clés ou thèmes liés au cycle de vie des entreprises, à savoir la création d'entreprises, l'emplacement des entreprises, les services d'utilité publique, la main-d'œuvre, les services financiers, le commerce international, la fiscalité, le règlement des litiges, la concurrence sur le marché et l'insolvabilité de l'entreprise. Après le Togo, rien de plus normal que d'aller voir les prouesses que font les Africains et surtout l'honorable président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui s'est rendu du côté de la Suisse. Et là-bas, il a dignement porté le flambeau orange-blanc-vert. À l'occasion de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire de la planète, ils se sont tous réunis, ces parlementaires, en Suisse du 13 au 17 octobre 2024. La délégation ivoirienne était conduite, comme je disais tantôt, par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo. Reportage, Gérard Richard Gozo, Raoul Sankoué, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Les parlementaires du monde entier se réunissent à Genève, en Suisse, du 13 au 17 octobre 2024 pour participer à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire qui aborde des sujets importants tels que l'intelligence artificielle, la démocratie et les droits humains. L'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, conduit la délégation ivoirienne et participe activement à ces travaux. Il a entre autres présidé la réunion consultative du groupe des pas membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, a exprimé son souhait de prendre une position commune en faveur de la paix au Proche-Orient lors de son intervention. Nous devons sortir de cette réunion en mettant de côté les intérêts individuels. Nous devons, nous ici, de pouvoir donc être une force de proposition pour qu'à l'Assemblée générale, l'UPC ne puisse avoir qu'une seule voix et que nous puissions nous engager tous aux côtés de la recherche de la paix et de la stabilité pour la Palestine et le Liban. En marge des discussions, le chef de la délégation ivoirienne, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a eu des échanges bilatéraux avec plusieurs de ses homologues, tels que l'honorable Khalid Hilal Nasser, président de l'Assemblée consultative, et l'honorable Numan Korkulmus, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Ces entretiens se sont concentrés sur des problématiques internationales et régionales. L'ouverture de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire a eu lieu le 14 octobre 2024 à Genève. Les prévisions pour cette réunion internationale comprennent la mise en place d'une charte sur l'éthique des sciences et de la technologie, mettant en évidence l'importance grandissante des enjeux technologiques dans les débats internationaux. Et oui, l'honorable Adama Bictogo est au four au moulin, il n'est de tout repos quand il s'agit de porter haut la voix de la Côte d'Ivoire. C'est l'heure de faire un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et de sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique.
Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2024-2025. C'est le mois d'octobre, ce sera la rentrée universitaire. Pour les retardataires, les inscriptions continuent. Nous quittons la Suisse et l'Université internationale de Libreville, notre partenaire officiel, l'UIL, pour le Cameroun. Au Cameroun, nous allons parler de Dangote Cement, à savoir le richissime homme d'affaires nigérian dont la grande structure de cimenterie baptisée Dangote Cement au Cameroun veut investir désormais dans le projet de la nouvelle ville Ndolé City. Retenez que le Ndolé est un mets officiel au Cameroun et la nouvelle ville a été baptisée Ndolé City. Et le milliardaire nigérian Dangote, dont la structure Dangote Cement, cette cimenterie, devient l'un des premiers partenaires et fournisseurs de cette nouvelle ville Ndolé City. Reportage Stéphane Négou, Raoul Sonkwe, Eric Bikek et Séverin Tchatchoua. Dangote Cement est prêt à investir dans la ville de Ndolé. C'est principalement ce qui se dégage de la réunion de travail entre l'équipe projet et les responsables de l'usine de cimenterie située au port autonome de Douala, Bonabéry. Le géant de l'industrie du ciment, Dangote Cement Cameroun, souhaite trouver dans le projet Ndolé City un environnement de collaboration favorable au développement du Cameroun. C'est donc le principal objectif de la réunion de travail entre les deux parties qui a abouti à une visite guidée de l'usine. La construction de la ville éco-digitale dans la localité de Sikoum d'Ibamba repose sur la cimenterie portée par le milliardaire nigérien Aliko Dangote afin de concrétiser le projet pharaonique à bâtir sur 1500 hectares. Je crois que nous sommes dans la dynamique déclenchée dans le cadre de la concrétisation du projet Ndolé City. Nous savons que Dangote est un fournisseur attitré et reconnu dans le cadre des commodités qui vont intégrer évidemment la construction de la ville. Et une matière très importante qui est le ciment, effectivement. Donc, depuis quelques mois, on échange avec le top management et les experts de Dangote pour voir dans quelle mesure intégrer ce produit qui va accompagner notre projet. Convaincu davantage par la visite des laboratoires et usines, Dangote devient l'un des principaux fournisseurs pour la construction de la ville futuriste. They wanted to make different cities like sports city and education city like that. So it is good for the development of the country and also to develop the infrastructure, to develop the youth who will be educated and will be getting more opportunities across the globe, not only in Cameroon, across the globe. So it is good and we are happy to be part of that project, and we are sure and we assure the best quality in time, because supply is not only the thing, supplying in time is also as good as maintaining the quality. Also giving the after sales service, any doubts or any other things, we are always there with our customers. Le futur s'annonce promoteur pour la signature d'une convention de partenariat entre les dirigeants du projet Ndolé City et Dangote Cement Cameroun. Après une réunion de travail et de découverte entre équipes dirigeantes du projet Ndolé City et Dangote Cement Cameroun. Après le Cameroun, direction les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, nous allons à La Haye, à la Cour internationale de justice. Mais avant, j'aimerais simplement parler à la gente féminine africaine. Pour l'égalité genre et surtout en demandant à nos jeunes sœurs, à nos enfants de sexe féminin d'avoir des références. Une se détache, une très grande référence originaire du Gabon qui a dirigé une équipe costaude, une équipe valable à la défense de son pays, le Gabon, au niveau de la Cour internationale de justice. À La Haye s'est tenu à la Cour internationale de justice, comme je disais tantôt, en sigle CIJ, le deuxième tour de la plaidoirie de l'agent du Gabon.
à La Haye, sur le différend Gabon-Guinée équatoriale. L'agent international ainsi que les membres de son équipe ont exposé toutes les contre-vérités de la partie Guinée équatoriale, dont les conclusions ont été brillamment exposées par Dr Marie-Madeleine Borantzou, agent officiel du Gabon pour cette brillante défense. Suite au brillantissime exposé du professeur Giros Atanga Rigno, co-agent du Gabon, ainsi que les différents avocats qui ont constitué une équipe maîtrisant le droit international et qui tous ont élucidé le public mondial sur ce différend. Dr Marie-Madeleine Borantzou, en sa qualité d'agent du Gabon, donne ici les conclusions face à la Cour. Vous verrez avec quel charisme et surtout quelle force de présence, d'affirmation et de réalisme cette figure emblématique d'origine gabonaise s'exprime pour défendre la cause de son pays, le Gabon. Direction La Haye. Monsieur le Président, puis-je vous prier de bien vouloir appeler à la barre Son Excellence Madame Borantzou, agente de la République gabonaise. Je remercie le professeur Alain Pelé pour son exposé. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Madame Marie-Madeleine Borantzou, agente du Gabon. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les juges, c'est toujours avec un grand honneur que je me tiens devant votre auguste cour au nom de la République gabonaise. Les valeurs de notre pays sont celles du respect scrupuleux de la parole donnée, la recherche obstinée de la paix par le dialogue et son rejet des conflits. D'ailleurs, à ce sujet, il y a lieu de rappeler à la conscience de tous que feu Omar Bongo Ondimba avait fait de la recherche de la paix en Afrique, voire au-delà de l'Afrique, son cheval de bataille. C'est donc animé de ces valeurs que le Gabon, conjointement avec la Guinée équatoriale, s'est tourné vers votre haute juridiction. Excellences, Mesdames et Messieurs les juges, il est constant que le président Bongo et le président Mathias Nguema ont signé le 12 septembre 1974 une convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon. Dans les 5 années qui ont suivi, il n'y a plus eu de différend de souveraineté. En 1979, un coup d'État a conduit au renversement du président Mathias Nguema. À la suite du changement du régime en Guinée équatoriale, le président Bongo a instruit ses négociateurs d'adopter une attitude qui permette le maintien de relations pacifiées tout en préservant les droits acquis de Bata. Votre décision, Mesdames et Messieurs les juges, participera à la stabilité des relations entre nos deux États. Surtout, elle contribuera au renforcement de la paix, de la fraternité et du bon voisinage auquel nous sommes tous attachés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je voudrais vous exprimer, ainsi qu'aux autres membres de la Cour, notre profonde reconnaissance pour nous avoir écoutés avec patience et bienveillance. Nos remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le greffier et des services du greffe, dont nous avons beaucoup apprécié la parfaite efficacité.
aux interprètes qui ont si remarquablement traduit les présentations des deux parties, nous leur disons grand merci. À Monsieur l'agent de la République de Guinée équatoriale et les membres de sa délégation, je voudrais aussi dire notre appréciation pour l'atmosphère cordiale qui a régné entre les deux équipes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Gabon sollicite votre attention particulière sur les points ci-après. La Convention de Bata existe. Les éléments probants versés au dossier l'établissent sans conteste. Les changements sociopolitiques qui ont cours dans un État ne doivent en aucune manière avoir une répercussion sur les engagements internationaux pris par ces autorités, et ce, en vertu du principe de pacta sunt servanda. Au terme des plaidoiries orales et en guise de conclusion finale, la République gabonaise prie la Cour de bien vouloir, premièrement, déclarer que 1. La Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon, signée le 12 septembre 1974, et la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du Golfe de Guinée du 27 juin 1900, sous réserve des modifications apportées à la frontière par la Convention de Bata, sont les titres juridiques qui font droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, s'agissant de la délimitation de leurs frontières terrestres communes. 2. La Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon du 12 septembre 1974 est le titre juridique qui fait droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, s'agissant de la souveraineté sur les îles de Mbani, Cocotier et Konga. 3. La Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon du 12 septembre 1974 est le titre juridique qui fait droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritimes communes. Deuxièmement, rejeter toute prétention contraire de la République de Guinée équatoriale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ceci clôt les plaidoiries orales de la République gabonaise. Au nom de toute notre équipe, je vous remercie vivement pour votre bienveillante attention. Je remercie Madame Marie-Madeleine Borantuo, agente du Gabon. La Cour prend note des conclusions finales dont vous venez de donner lecture au nom du Gabon. Après cette brillante conclusion limpide du docteur Marie-Madeleine Borantuo, à la tête d'une grande équipe de défense des intérêts du Gabon, dans ce différend avec la Guinée équatoriale, nous quittons La Haye pour l'Ouganda. Nous allons vous permettre de visiter ce très beau pays d'Afrique, un pays où vous verrez des richesses énormes, comme quoi l'Afrique est vraiment le paradis terrestre dans cette planète. L'Ouganda nous est présenté ici par Constant Ika et Marcel Bassolé.
L'Ouganda est un pays d'Afrique de l'Est. Appartenant à l'Afrique des Grands Lacs, il est entouré par la République démocratique du Congo à l'ouest, le Kenya à l'est, le Rwanda au sud-ouest, le Soudan du Sud au nord et la Tanzanie au sud. Le sud du pays englobe une vaste partie du lac Victoria. L'Ouganda tire son nom du royaume de Buganda, qui couvrait autrefois les régions les plus au sud, dont la capitale est la plus grande ville est Kampala. C'est un pays membre de l'Organisation de la coopération islamique. L'Ouganda tient son indépendance en octobre 1962, sous le premier ministre Milton Obote, qui accède à la présidence de la République en 1966 en transformant le régime parlementaire en régime présidentiel. En 1967, le pays devient une république et abolit les monarchies précoloniales. La quasi-totalité du territoire ougandais se trouve dans le bassin du Nil. Le Nil sort du lac Victoria pour rejoindre le lac Kyoga, puis le lac Albert, sur la frontière avec la République démocratique du Congo. Une petite région située tout à l'est est drainée par le fleuve Turkwel, qui fait partie du bassin drainant du lac Turkana. Le lac Kyoga fait grossièrement office de frontière linguistique entre les langues bantoues au sud et les nilotiques au nord. Le territoire de l'Ouganda recèle plusieurs sites de minerais inexploités, notamment de cuivre et de colbate. Son climat est largement équatorial et subit toutefois de larges variations selon l'altitude. Le sud du pays est plus humide et frais, avec des précipitations réparties sur toute l'année et une température moyenne de 20 degrés centigrades. À Entebbe, sur la rive du nord du lac Victoria, la plus grande partie des précipitations tombe entre mars et juin de l'année, puis entre novembre et décembre. La région du Rwenzori, une chaîne montagneuse au sommet enneigé, connaît d'abondantes précipitations toute l'année. Plus au nord, avec une température moyenne de 33 degrés centigrades, la saison sèche se fait graduellement plus chaude et plus marquée. La région de Karamoja, au nord-est, connaît le climat le plus sec et peut subir des sécheresses pendant certaines années. L'Ouganda compte 60 zones protégées, dont 10 parcs nationaux. La forêt impénétrable de Bwindi et le parc national Rwenzori Mountains, tous deux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc national de Kibale, le parc national Kidibo Valley, le parc national du lac Mburu, le parc national des gorilles de Ngahinga, le parc national du mont Elgon, le parc national Murchison Falls, le parc national Queen Elizabeth et le parc national de Semuliki. On retrouve sur le territoire ougandais un peu d'hydrocarbures dont le pétrole qui provient du lac Albert. Le pays produit environ 10 000 barils par jour. Le climat et les terres riches favorisent l'agriculture. Parmi les principales productions, le café, dont l'Ouganda est devenu un des premiers exportateurs dans le monde. Au cours des 6 premières années de la décennie des années 2010, l'Ouganda est devenu le 11e producteur mondial de café et le 2e d'Afrique derrière l'Éthiopie grâce à une récolte en progression d'environ un tiers. C'est également le 2e au palmarès des producteurs africains de thé au début de la décennie 2010 après le Kenya. Autre grande culture du pays, la canne à sucre, le coton et la patate douce. Ces éléments sont les principales activités économiques du secteur primaire. L'État ougandais peine à relancer une économie rurale, soit 80% de la population vivant de l'agriculture. Le pays est au palmarès des 8 premiers producteurs de coton d'Afrique de l'Est, du Sud et du Nord au milieu des années 2010. En 2023, l'Ouganda est classé en 121e position pour l'indice mondial de l'innovation. L'Ouganda compte plus de 43 millions d'habitants en 2020. Le pays connaît l'une des plus fortes croissances démographiques au monde, avec un taux de fécondité estimé à environ 5 enfants par femme. La population du pays a ainsi été multipliée par 8 entre 1950 et 2015. La population de l'Ouganda pourrait pratiquement doubler en 2050 pour atteindre 86,9 millions d'habitants et dépasser les 130 millions d'habitants avant la fin du XXIe siècle. Cependant, cet accroissement pourrait être contraint par la production alimentaire du pays. Avec la loi anti-homosexualité, l'Ouganda envisage de pratiquer la peine de mort pour les homosexuels récidivistes, c'est-à-dire les personnes qui ont des relations homosexuelles librement consenties, et d'infliger de lourdes sanctions à leurs complices. Cette loi a été promulguée par le président ougandais Yoweri Museveni en février 2014, durcissant la répression de l'homosexualité qui prévoit notamment la prison à perpétuité pour délit d'homosexualité.
L'Ouganda est présidé à date par son excellence Yoweri Museveni, qui est un pays enclavé d'Afrique de l'Est, dont le paysage varié comprend de monts Rwenzori, enneigés et l'immense lac Victoria. Sa faune abondante compte des chimpanzés et des oiseaux rares. La forêt impénétrable de Bwindi est un célèbre sanctuaire de gorilles de montagne. Au nord-ouest, le parc national Murchison Falls est connu pour sa chute d'eau de 43 mètres de haut et sa faune comprenant des hippopotames. La capitale de l'Ouganda n'est autre que Kampala. Les langues officielles parlées sont le swahili et l'anglais. La devise est le shilling ougandais. La superficie de l'Ouganda est de 241 550 km², soit environ la taille du Royaume-Uni. Sa population est de 47,25 millions d'habitants. Nous allons pour la République centrafricaine. En République centrafricaine, que dire? Le chef de l'État centrafricain, son Excellence, M. Faustin Archange Touadéra et Mme Valentine Rugwabiza ont procédé à la remise officielle et à l'inauguration d'une série d'infrastructures. Reportage Séverin Tchatchoua, Raoul Sonkoué, Gérard Richard Gozo et Marcel Bassolé. Le chef de l'État centrafricain, son Excellence Faustin Archange Touadéra, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mme Valentine Rugwabiza, ont effectué une visite conjointe à Bossangoa, en présence des membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale, des représentants des institutions de la République, des représentants des agences onusiennes, ainsi que du corps diplomatique. Les deux personnalités ont procédé à l'inauguration et à la remise officielle d'une série d'infrastructures à la population, ainsi qu'au lancement des travaux de réfection des axes routiers Bossangoa-Bossembélé, long de 150 km. La réhabilitation de cet axe par la MINUSCA répond à une demande des femmes de Bossangoa. Le taux d'exécution des travaux de réhabilitation de cet axe routier par le génie militaire péruvien est près de 30%. Grâce aux efforts de la MINUSCA, le climat de paix et de sécurité qui règne actuellement dans la région est un avantage majeur pour la relance des activités économiques, en particulier dans le secteur du coton, qui était autrefois la fierté de la préfecture de Loua et de la région de Yaoundé en général. La stabilisation intervient dans un environnement de sécurité, dans un environnement de cohésion sociale, dans un environnement de réconciliation. Donc aujourd'hui, la stabilisation est possible à Bossangoa parce qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait dans l'Ouham. C'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui nous retrouver ici, ce 12 octobre, pour lancer ces activités. Nous sommes aussi très conscients que ceci ne correspond pas à tous les besoins, mais ceci correspond à un besoin essentiel. La présence effective et l'exercice effectif de l'autorité de l'État n'est possible qu'avec un certain nombre de facilités d'infrastructure mises à la disposition des fonctionnaires de l'État, afin qu'ils puissent exercer de manière efficace, de manière digne, les fonctions que vous leur avez confiées. L'objectif de ce nouveau bâtiment administratif est de créer un environnement de travail agréable et sécurisé pour les fonctionnaires et les agents de l'État, leur permettant ainsi de réaliser efficacement leurs tâches. Il contribue aussi à l'extension de l'autorité de l'État. Il n'y a pas de stabilisation sans sécurité. Et le rôle de la MINUSCA ici est déterminant. C'est une fois que la sécurité et la situation sécuritaire est assainie qu'on peut en réalité conduire des activités de stabilisation. Mais en même temps, s'il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas de sécurité. Et donc les deux marchent ensemble. C'est la raison pour laquelle le partenariat MINUSCA-PNUD pour la mise en œuvre de la stabilisation est indispensable. Le chef de l'État centrafricain, son Excellence Faustin Archange Touadéra, a remercié la MINUSCA et les partenaires de l'État pour leur effort en faveur de la paix et de la sécurité en Centrafrique. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble un moment historique pour la ville de Bossangoa et pour toute la région du Yaoundé. Il s'agit d'un moment d'unité autour des activités
réalisé conjointement par le gouvernement et le système des Nations Unies dans le cadre du programme de stabilisation qui, comme vous le savez, est un programme prioritaire pour le gouvernement et mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Le financement et la réalisation de ces projets ont été assurés par le programme des Nations Unies pour le développement, l'Union européenne et l'Agence internationale de coopération sud-coréenne. Nous allons quitter la Centrafrique à vol d'oiseau en survolant les cimes de ces arbres. Regardez cette belle forêt. C'est cette forêt qui sépare la Centrafrique et le Congo. Le Congo, berceau aujourd'hui de ce que c'est, de ce qui rime le système climatique mondial. Et je vous annonce la présence de CNN du côté de la COP29 à Azerbaïdjan et la COP16 à Riyad, avec notre collaboratrice des reportages spéciaux du côté de l'Europe, Sylvie de Bois-Fleury. Pour l'instant, nous nous rendons au Congo. Nous allons parler de l'actualité congolaise dans le pays du président Sassou Nguesso. Au Congo, c'est le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso qui a présidé la deuxième session du comité de coordination de la coopération internationale. Reportage Gérard Richard, Gozo Séverin Tchatchoua, Raoul et Marcel Bassolé. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, M. Denis Christelle Sassou Nguesso, ouvrant la deuxième session du comité de coordination, a souligné l'importance pour les parties prenantes de mettre en place un dispositif de suivi efficace des accords de coopération afin de les concrétiser en projet. C'est même aujourd'hui une exigence gouvernementale, trouver le moyen de faire en sorte que nos accords ne soient plus dormants. Session après session, c'est toujours la même rengaine, la même phrase qui revient. Les accords sont reconduits chaque 2 ans. Après chaque examen de session, on reconduit les mêmes accords. Mais malheureusement, il n'y a jamais de projet. Que ce soit de la part du pays hôte ou de la partie congolaise, il n'y a pas de projet. Et c'est ce travail que je demande aujourd'hui au comité que nous sommes, d'accompagner de façon beaucoup plus efficiente, de façon plus agissante les départements ministériels pour que les accords signés puissent être transformés en projets. En plus de cela, le ministre de la Coopération internationale, de la promotion du partenariat public-privé, M. Denis Christelle Sassou Nguesso, a invité les partenaires à s'investir davantage en vue de la tenue éminente des commissions de coopération mixtes avec 3 pays d'Afrique australe. Nous avons eu beaucoup d'échanges au cours de ces 12-15 derniers mois et nous ne sentons pas beaucoup d'entrain, je dirais, de la part du Botswana pour aller vers la signature de cet accord cadre de coopération. Et il va falloir sur cette question également que nous puissions les relancer afin de savoir exactement ce que nos frères du Botswana veulent réellement développer comme coopération avec la République du Congo. Pour ce qui concerne l'Afrique du Sud, nous avons eu beaucoup d'entretiens avec l'ancien ambassadeur d'Afrique du Sud, donc ici aussi. Il s'agit du même exercice que pour la Namibie et le Botswana. Il faut réactiver les contacts avec l'Afrique du Sud pour que nous puissions tenir assez rapidement cette réunion. Cette deuxième session du comité de coordination de la coopération internationale a été l'occasion pour le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso, d'annoncer la tenue de la grande commission mixte Congo-Turquie qui aura lieu du 13 au 15 novembre 2024 à Ankara, la capitale turque. Il a également passé en revue la commission mixte entre le Congo et la Russie qui aboutit à des accords de coopération économique importants, tels que la construction sous peu du pipeline Pointe-Noire, Brazzaville, Maluku, Centrafrique. Nous quittons la capitale Brazzaville, le Congo, en survolant direction le Cameroun. Regardez encore cette belle forêt. Ça fait plaisir de savoir aujourd'hui que grâce à l'Afrique, grâce au bassin de l'Afrique équatoriale,
grâce à ce bassin, le monde a encore la chance d'avoir son climat réglé. Mais vous constatez vous-même aujourd'hui avec des saisons qui ont complètement muté, et ça fait énormément plaisir de savoir qu'en Afrique équatoriale, grâce à nos forêts, nous avons encore l'occasion de réguler le climat. Au Cameroun, le pays du président Paul Biya, nous allons parler des télécommunications. La ministre des Postes et Télécommunications s'est rendue dans les locaux des opérateurs de la téléphonie mobile au Cameroun, suite aux plaintes constantes des usagers mobiles. L'équipe de CNN Cameroun a suivi comme ça toutes les activités, tous les mouvements du ministre des Postes et Télécommunications, et nous ont fait écho sous la direction de Raoul Sankwe Séverin Tchatchoua et Ribikek. Dans l'optique d'une amélioration des services de communication électronique, la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libon Liliken, a entamé depuis le 10 octobre 2024 une visite des installations techniques des opérateurs de téléphonie mobile et de la communication électronique du Cameroun. Le premier arrêt de cette visite de travail de la ministre des Postes et des Télécommunications dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, s'est effectué au siège de la Direction générale et technique de MTN Cameroun. Après avoir échangé avec les hauts responsables de cette structure, la ministre s'est également rendue au siège de la Direction générale d'Orange Cameroun pour le même exercice. L'objectif de cette visite de travail est d'évaluer la mise en œuvre des recommandations prescrites aux opérateurs de téléphonie mobile et de leur engagement pris durant les dernières concertations. Si ce sont les abonnés qui n'utilisent pas l'outil qui est mis, c'est autre chose. Si vous avez assez communiqué, on devrait voir, puisqu'aujourd'hui, avec le numérique, c'est le client qui est roi, il doit se plaindre. Oui. Donc on doit, vous allez nous montrer la courbe, comment est-ce que le nombre de plaintes devrait, puisque quand on sait que vous pouvez résoudre mon problème, exactement, on vous saisit. Oui. Mais si c'est juste, on va voir au nombre de problèmes que les gens ont, s'ils utilisent. Exactement. Et s'ils ne savent pas, les médias sont là pour répercuter. Que utilisez ce numéro, quitte à ce que vous soyez débordé. Oui. Donc tout à l'heure, vous allez me donner le nombre. D'accord, je vais regarder. Mais c'est vraiment très très utile pour nos clients aujourd'hui. Il faut noter que cette descente sur le terrain intervient à la suite de la visite effectuée auprès des 10 opérateurs par le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, en adéquation avec les directives du ministre des Postes et des Télécommunications. À la suite de la descente que le régulateur a fait ici à Douala, à la suite des instructions qu'on lui a données, il s'est avéré nécessaire pour nous, en raison de la sensibilité du problème, que nous effectuions cette visite pour toucher du doigt et vérifier les efforts, les actions qui ont été engagées par les opérateurs de téléphonie mobile pour respecter les engagements qu'ils avaient eux-mêmes pris lors des concertations antérieures pour offrir une qualité de service satisfaisante aux abonnés de notre système de communication. Nous allons faire un tour du côté du Gabon avec notre correspondant permanent, M. Teddy Ossé, qui nous en a fait énormément écho de certaines informations concernant le pays du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et le mois d'octobre est surtout spécial parce qu'il est consacré, je dirais, à nos mamans, à nos sœurs, bref aux femmes et surtout au cancer féminin. Ce mois d'octobre, comme je le disais, est un mois rose. La résistance au dépistage est un défi majeur pour la santé publique au Gabon. Teddy Ossé, Raoul Sankwe, Gérard-Richard Gozo, Marcel Bassolé. Au Gabon, le cancer du sein et celui du col de l'utérus sont les principales causes de décès chez les femmes. Le dépistage précoce aura pour effet de diminuer significativement le taux de mortalité en améliorant la prise en charge et les traitements disponibles. Toutefois, d'après les responsables de la santé publique, le taux de participation au programme de dépistage demeure bas au Gabon. Il existe de nombreux facteurs au Gabon tels que le manque d'informations et de sensibilisation qualifiés insuffisants, ce malgré les efforts des ONG et du gouvernement. De nombreuses femmes ignorent les dangers que peuvent engendrer le cancer du sein et du col de l'utérus.
ainsi que les avantages d'une détection précoce. Il existe également des restrictions culturelles. Dans certaines communautés, parler de maladies qui affectent des parties intimes du corps demeure un sujet encore tabou. Certaines femmes sont réticentes à se rendre dans des centres de santé pour se faire examiner par des médecins, en raison de la stigmatisation sociale qui entoure ces maladies. Autre facteur, les infrastructures de santé, surtout dans les zones rurales. L'accès des femmes à ces services vitaux est restreint par le manque d'équipements et de spécialistes, ainsi que par le manque de centres de dépistage. Un certain nombre de femmes manifestent une certaine méfiance envers les établissements de santé, en raison des expériences négatives du passé et de la crainte des résultats des laboratoires. À la lumière de ces observations, les mesures incitatives sont mises en œuvre afin de diminuer la réticence au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus au Gabon. Le gouvernement gabonais, avec l'appui des partenaires internationaux, renforce les campagnes de sensibilisation en mettant l'accent sur les avantages du dépistage précoce et en formant des médiateurs communautaires pour briser les tabous. Par ailleurs, les cliniques mobiles sont déployées dans les zones reculées afin d'améliorer l'accès aux services de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Merci comme ça Teddy Ossé pour ces informations du côté du Gabon qui fait vivre comme ça toute l'actualité gabonaise. Cela nous fait énormément plaisir. C'est l'heure de notre grand format. Avant ce grand format, encore un petit coup de gueule. Pourquoi, à un an des élections présidentielles au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, des boîtes à Pandore s'ouvrent de part et d'autre, différents réseaux, différents médias. Pourquoi ? Pourquoi n'aime-t-on pas voir le bonheur des Africains ? Pourquoi toujours réveiller des marmites qui ont encore des âmes des sorcières ? Il était important pour nous aujourd'hui ici d'avoir plutôt un œil de regard positif et de se dire que les seuls juges de nos pays d'Afrique restent les populations. Et seules les populations vont juger nos politiques, nos députés, nos ministres, nos chefs d'État. Et quand certains préfèrent poser des actes, au lieu de parler, au lieu de s'investir sur les plateaux de télévision, de se répandir sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux, c'est le lieu pour CNN de tendre notre micro et de féliciter ses dirigeants. Et dans ce grand format, nous avons lancé dans les rues de Côte d'Ivoire notre équipe de reportage dirigée par Ousmane Coulibaly, avec à ses côtés l'évité d'Yvonon et Marcel Bassolé. Et dans ce grand format, nous avons décidé plutôt de donner la parole aux Ivoiriens. Vous verrez comment les Ivoiriens donnent de la voix. Que pensent-ils de l'électricité, l'électrification de leur pays, la Côte d'Ivoire, ainsi que de l'adduction d'eau, quand on sait que l'eau et l'électricité sont des éléments majeurs pour la vie et le bonheur d'un peuple. C'est à cela que nous souhaitons aujourd'hui que la jeunesse africaine s'emploie, à ne regarder que ce qu'il y a de positif et à juger ce qui nous dirige sur des faits. CNN et toute son équipe de reporters, dirigée par Ousmane Coulibaly, dans les rues de la Côte d'Ivoire pour ce grand format. Sur tout le territoire national, chaque paysan, chaque habitant de la Côte d'Ivoire a la possibilité de bénéficier de l'électricité. Je pense que c'est un bon projet. C'est bien pour la population. Nos autorités ont fourni beaucoup d'efforts pour qu'aujourd'hui, au niveau des grandes villes, chaque population soit satisfaite. Le fait que l'électricité est partie dans les villages, dans les campements, c'est très important. Donc on ne fait que dire merci au président de la République, l'Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, pour les bienfaits par rapport à l'eau potable dans les villages et campements. Parce que ça évite beaucoup de maladies, surtout la diarrhée, en tout cas plein de choses. Vraiment, on lui dit merci. Aujourd'hui, presque tous nos villages sont électrifiés et c'est une bonne chose. Je dis d'abord merci au président d'avoir pensé à donner l'eau à toutes les populations sans faire de la politique. Voilà, parce que l'eau n'est pas un instrument de politique. Voilà. En cela, je dis merci au président. Je dis merci d'abord au président de la République. Au niveau de l'électricité, dans nos villes, dans nos villages, eh bien, il y a pas mal de choses à dire. On lui dit merci. Parce qu'aujourd'hui, dans presque tous les villages de la Côte d'Ivoire, il y a de l'électricité partout.
Voilà, donc à ce niveau-là, moi je ne peux que remercier l'État, je remercie le président de la République pour les efforts vraiment à ce niveau. L'eau potable, on en trouve partout en Côte d'Ivoire, que ce soit des villages, même dans les campements, dans les villes. On lui dit aussi également merci, on dit merci à tout le gouvernement ivoirien pour ce travail abattu. De ma part, je peux seulement dire merci à l'État de Côte d'Ivoire parce que vraiment, en tout cas dans nos villages, il y a la lumière maintenant, il y a l'eau potable. En tout cas, on dit merci à l'État de Côte d'Ivoire et bonne continuation surtout. L'électricité, comme on le dit, ça précède toujours le développement. Quand il y a l'électricité, forcément, cela précède beaucoup de choses quand même. Parce qu'avec l'électricité, on peut avoir un développement économique, on peut avoir du développement du commerce. Les populations peuvent développer effectivement toutes les activités, j'allais dire, à tous les niveaux. Donc l'électricité est vraiment un facteur important de développement d'une région, on va dire d'un pays, d'un continent. Partout où il y a l'électricité, il y a la vie. Alors nous voulons saluer l'action du gouvernement qui a consisté à électrifier effectivement plusieurs localités. Parce que aujourd'hui, ces localités sont sorties de l'obscurité et cela augure d'un lendemain meilleur en termes de développement, j'allais dire. Donc cela rentre un peu dans ce qu'on pourrait appeler l'indice de développement humain. Donc on ne pourra que saluer ces prouesses de l'État de Côte d'Ivoire. Mais ceci dit, il y a quand même quelques localités qui ne sont pas encore électrifiées. Je voudrais donc non seulement saluer l'action du gouvernement, mais lancer un appel afin que toute la Côte d'Ivoire entière soit donc électrifiée. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour le moment là-dessus, tout en reconnaissant les prouesses de l'État de Côte d'Ivoire, mais en appelant à ce que aucun campement en Côte d'Ivoire ne reste encore dans l'obscurité. À l'eau potable, je voudrais aussi saluer les avancées notables dans ce sens-là. Malheureusement, il y a encore des contrées qui n'ont pas encore d'eau potable. Même chez moi, au village, on n'en a pas encore, donc je voudrais profiter pour lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, je suis de la région de la Nava, précisément le département de Guéyo, et mon village c'est Ziwayo. Alors je voudrais lancer cet appel afin que mon village puisse recevoir effectivement l'eau potable. Voilà, parce que c'est important. Avec l'eau potable déjà, on est à l'abri de plusieurs maladies. Parce que imaginez-vous, on va dire, une localité où il n'y a pas d'eau potable, forcément, l'eau de ruissellement, l'eau de marigot est source de beaucoup de microbes. Alors ces temps-ci, on a assisté à des épidémies, à des maladies diarrhéiques ou d'autres maladies, ou des épidémies ont éclaté sur la Côte d'Ivoire dues à l'eau de boisson qui était vraiment souillée. Alors l'eau est un facteur très important. Je voudrais encourager l'État de Côte d'Ivoire à aller dans ce sens-là, afin que toute la Côte d'Ivoire entière, que tous les habitants de la Côte d'Ivoire, qu'on soit ivoirien ou pas, pourvu qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on puisse profiter de ce modèle de développement où l'électricité et l'eau est partout en Côte d'Ivoire. Alors c'est l'appel que je lance tout en encourageant l'État de Côte d'Ivoire pour que tous les Ivoiriens soient donc heureux dans ce sens. Concernant l'électricité, vraiment je dis merci au gouvernement pour l'initiative prise. Et je leur dis vraiment d'essayer d'approfondir parce qu'il y a encore du boulot à faire. Mais déjà, je leur dis merci pour tout ce qui a déjà été fait. C'est une impression d'abord de grande satisfaction parce qu'il faut le noter, l'État de Côte d'Ivoire a apporté un boom à l'électrification vraiment de nos zones rurales et même urbaines. Donc c'est à saluer. Voilà, ça c'est déjà à saluer. Merci au président parce que aujourd'hui, nous avons un peu de l'eau potable dans nos différentes zones, surtout rurales, là où les parents, les populations doivent effectuer de nombreux kilomètres afin d'accéder à un point d'eau. Aujourd'hui, même étant à la maison, on peut ouvrir seulement le robinet et puis voilà, on a accès à l'eau. C'est déjà bon. Je dis merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour la population. C'est un remerciement pour l'État. Parce que sans courant, sans l'eau, on ne peut pas vivre. Donc ça arrangeait beaucoup de choses. Parce qu'il y avait des villages, il n'y avait pas courant, il n'y avait pas l'eau. Même si, bon, Dieu merci beaucoup, ils ont eu courant, ils ont eu l'eau. Donc c'est pour remercier l'État, ils n'ont qu'à faire d'efforts encore pour voir les côtés qu'ils n'ont pas encore eu, qu'ils n'ont qu'à améliorer pour qu'ils n'ont qu'à en avoir. En tout cas, c'est une très bonne impression parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on était petit, il n'y a pas d'électricité. Ben, d'abord pour étudier c'est difficile, les lampes tempêtes, c'était des problèmes. Donc ça faisait qu'on travaillait difficilement. Mais avec l'arrivée de l'électricité, aujourd'hui, non seulement tu as la lumière, en tout cas à satiété, mais aussi tu vois chez toi, tu peux mettre tes choses au frais, il y a de l'eau qu'on peut boire, glacée. En tout cas, il y a moins de problèmes avec l'électricité. Et avec l'arrivée de l'électricité aussi, il y a les hôpitaux, puisque c'est alimenté par le courant effectivement. Aujourd'hui, il y a un dispensaire chez moi.
et y compris l'eau aussi également. Parce que l'eau, c'est le courant qui fait pomper l'eau. Donc quand il y a l'électricité, on a de l'eau aussi également. Puisque avant cela, imaginez-vous aller prendre l'eau dans les marigots avec beaucoup de maladies de ventre. Mais aujourd'hui, avec l'électricité, en tout cas, l'État a vraiment, pour moi, l'État a vraiment fait le maximum. Il est vrai peut-être qu'il y a d'autres villages qui n'ont pas encore reçu, mais qui patientent, ça va arriver. Mais c'est vraiment un élément très important dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des villages où il n'y avait pas courant. L'État a fait des efforts pour amener la lumière là-bas. En tout cas, nous sommes très contents, nous sommes heureux pour ce qu'il fait aussi pour la Côte d'Ivoire. Merci au président de la République d'avoir mis le courant dans nos différentes villes et villages. Parce que sans le courant, les hôpitaux ne fonctionnent pas. Sans le courant, il n'y a pas la vie. Ce n'est que les sentiments de joie que nous partageons. Nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire qui permet aux villages et aux villes d'être électrifiés, qui permet à la santé d'être développée, en même temps aussi qui permet aux élèves et étudiants dans les villages de pouvoir mieux étudier. Et c'est ce qui donne de bons résultats qu'on commence à avoir ces temps-ci. Nous disons merci, grand merci au président de la République par rapport à de l'eau potable qu'on met dans tous les villages. Je pense que la population est en train de bénéficier des actions. En 10 ans, après ces 15 ans, le président de la République est en train de faire tout ça. Nous disons merci par rapport à tout ça et nous disons aussi à la population de bien entretenir tout ce qui est en train de faire par l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut dire que merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour tous ces bienfaits qu'il a accomplis dans certains villages et villes. Merci à lui d'avoir construit des châteaux d'eau, car grâce à lui, certaines familles peuvent désormais avoir de l'eau pour pouvoir contribuer à leurs besoins. Merci beaucoup à lui pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci beaucoup, papa. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellent M. Alassane Ouattara, d'avoir donné au moins le courant à tout un chacun dans les villages, ainsi de suite. En tout cas, je suis très heureux. On a besoin de ça en tout cas. Les parents sont en brousse. Voilà. D'autres n'arrivent même pas à avoir au moins ce qu'ils veulent. Mais à cause du président, actuellement, on arrive au moins à s'entretenir tranquillement avec l'électricité. De l'eau potable, d'abord, ça sert à la santé. Voilà. Avec l'eau potable, forcément, tu dois être en santé en chaque moment. On a été à remercier encore à la nation. Président, nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, on est debout comme ce soir. C'est d'abord de dire merci à l'État, de dire merci au gouvernement. Voilà, et depuis un moment, on voit que toutes les villes, les villages sont électrifiés. Et c'est une grâce, c'est une opportunité pour tout le monde. Ça va permettre à nos jeunes vraiment de pouvoir peut-être se donner à l'école, de pouvoir étudier, voilà, de progresser. Et puis encore permettre à ceux qui sont à l'intérieur d'être formés. Parce que l'électricité, qui parle d'électricité, parle de la télé et autres, tout outil d'information. Et vraiment, c'est à saluer, voilà, c'est vraiment à saluer. Aujourd'hui, on constate que dans toutes nos localités, dans tous nos villages, même les fins fonds des villages, aujourd'hui, il y a de l'eau. Et c'est juste lui dire merci. Merci encore pour ce bloc colossal qu'il a là-bas pour cette nation. Nous pouvons dire merci au président de la République d'avoir électrifié nos villes et villages. Sans l'électrification, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas partir à l'école et dans les hôpitaux. Parce que sans électricité, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous, les élèves en classe de 3e, nous vous disons merci pour tous vos biens, pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Salut! Tout en vous remerciant d'avoir pris de votre temps pour regarder ce programme, nous vous donnons simplement rendez-vous au prochain numéro, sans omettre de vous dire de suivre l'information permanente sur cnntv.ci. Cliquez même quand vous êtes dans le métro, sur votre téléphone, votre laptop, tous vos instruments, pour ne pas dire vos appareils mobiles. www.cnntv, vous avez l'information permanente toutes les 30 minutes et la télévision en direct. Et si vous voulez aussi ne regarder que de l'information africaine, panafricaine bien sûr, 24 heures sur 24 non-stop, vous cliquez sur www.webinfo.net. 24 heures sur 24, vous avez l'information. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour ce programme d'information panafricaine. Je suis Consti Eka. Au revoir.